Est-il besoin de présenter encore sur cette chaîne le fameux auteur Brandon Sanderson? Non, je ne crois pas, puisque pour l'instant, en dehors de mes shorts, je n'ai couvert que des livres de ce fabuleux auteur de fantasy moderne. Aujourd'hui, mes chers abonnés, on va parler du 3e tome de sa saga épique des Archives de Rochard. En l'espèce, les 2 volumes qui composent le tome 3, Justicière. Vous vous en doutez bien, comme d'habitude, on est vraiment sur un gros volume de pages, on flirte encore entre le 1800 et le 2000 pages, je me souviens plus trop exactement, mais en tout cas c'était une lecture longue, par moments un peu ardue, mais qui vaut vraiment le coup qu'on en parle, mais de toute façon comme chaque nouveau tome de cette saga. À savoir que entre le tome 2, le livre des radieux, et Justicière, ce 3e tome, s'intercale une petite nouvelle qui s'appelle Danscord et qui se centre sur le personnage de Lift. J'en ai fait un petit short que je vous invite à aller regarder. Mais sinon, vous pouvez aller le lire par vous-même, ça prend une grosse après-midi, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant, surtout quand on aime bien Lift. Maintenant, il est relativement dispensable pour l'appréciation de ce tome. Il permet de comprendre le revirement de psychologie d'un personnage, sans en dire plus. Mais voilà, je le redis, n'est pas du tout nécessaire à la compréhension globale du roman dont on parlera aujourd'hui. On est donc, comme d'habitude, reparti pour une review en 2 temps, partie sans spoiler et partie spoiler, et on entame tout de suite la première partie, donc le résumé et mon avis sans spoil. Au cœur des plaines brisées, la guerre entre les Alethi et les Parshendi a pris fin de la manière la plus spectaculaire qui soit, par l'invocation de la terrible tempête éternelle, contrepartie de l'ancienne tempête majeure. Elle bouleverse à elle seule l'équilibre des forces, en redonnant liberté et libre arbitre aux anciens esclaves parches, en restaurant l'influence du dieu Abjection, et, pire que tout, en soufflant dans le sens opposé à la tempête majeure, semant la destruction au sein de toutes les civilisations qui s'étaient construites en fonction du sens de cette dernière. Alors qu'un nouveau conflit à échelle planétaire se prépare entre les anciens esclaves parches que les suppôts d'Abjection prennent sous leur tutelle, et ce qui reste des royaumes humains que Dalinar tente péniblement de rallier à sa cause, Kaladin et Shallan doivent chacun de leur côté s'ajuster à leurs responsabilités de chevaliers radieux, pionniers d'une nouvelle vague de fluctomanciens s'éveillant par le monde. Pour couronner le tout, Kholinar, capitale du royaume Alethi, fait totalement silence et ne répond à aucune missive, et aller voir ce qui s'y passe se fait de plus en plus pressant. Comme pour les 2 tomes précédents, on est face à un excellent roman de fantasy. Ça, il n'y a pas de négociation possible. Je pense qu'on peut prendre désormais pour acquis que chaque itération des Archives de Rochard pourra être considérée comme un tome excellent. En revanche, je tiens à préciser que c'est le 1er tome de la saga où personnellement j'ai ressenti quelques grosses lenteurs à la lecture. J'ai eu, il faut le dire, plus de mal à le lire que les 2 précédents. Je dirais que c'est la faute à une intrigue politique qui prend une plus grande place et que dans ma tête j'étais pas forcément prêt pour ce tournant-là. Et surtout, pour moi, ce qui m'a donné le plus du mal, c'est le milieu du livre qui se fait quand même pas mal phagocyter par une aventure dans l'aventure d'infiltration espionnage qui personnellement m'a un peu ennuyé. Ces quelques lenteurs sont largement excusées car elles sont récompensées par des séquences absolument incroyables, des confrontations aussi bien sur le champ de bataille que sur le plan mental, moral et philosophique, des personnages qui jusque-là étaient un peu en retrait, qui prennent le devant de la scène et qu'on attendait justement et qu'on voit prendre de l'assurance avec nous en tant que lecteurs, beaucoup de joie, des nouveaux alliés, parfois très très inattendus, et bien sûr des déchaînements de pouvoir et de magie toujours plus dingues, et un world building qui
est de plus en plus nourri par un auteur qui décidément sait ce qu'il fait et sait nous surprendre avec une créativité démentielle. On est donc sur un roman contrasté où les moments faibles sont vraiment très faibles et où les moments forts sont vraiment extraordinaires. Mais je dirais que dans l'ensemble, le bon surpasse le moins inspiré, et ce, très largement. Pour rentrer un peu plus dans le détail, parlons des personnages. Et commençons bien sûr par ce très cher Kaladin béni des foudres. À la fin du tome 2, Kaladin arrivait au bout du parcours qui le menait à prendre pleinement sa place en tant que chevalier radieux, et donc être fer de lance de la refondation de cet ordre. Dans le tome 3, il va donc découvrir les responsabilités qui accompagnent sa nouvelle fonction, cette position de leader, et les pouvoirs qui en découlent. Il se retrouvera à nouveau confronté à son syndrome du sauveur qui le pousse à vouloir épargner toutes les vies, même quand ce n'est pas toujours possible. Et globalement, ce cocktail de responsabilité et de tourments personnels va faire que Justicière est un tome extrêmement difficile pour Kaladin. Oui, bon, Justicière est un tome difficile pour Kaladin, mais en réalité, tous les tomes sont difficiles pour Kaladin. Au travers de Kaladin, c'est tout le pont 4 qui va commencer à prendre de l'importance. En effet, en étant sous l'autorité d'un chevalier radieux, en l'espèce Kaladin, et en prononçant le premier serment, ils deviennent des écuyers. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser une fraction des pouvoirs de Kaladin et se former jusqu'au jour où ils attireront à leur tour un spren d'honneur, pourront prononcer le second serment et devenir pleinement chevaliers radieux à leur tour. Autant dire qu'après un tome 2 où ils étaient relativement absents, il est très présent de revoir Teft, Lopen, Rock et les autres reprendre une grande importance. Ensuite, il y a Shallan, parce que la petite Paliris Veden a fait un sacré chemin depuis le premier tome. Elle a parachevé les recherches de Yasna, trouvé la mythique cité d'Urithiru, est devenue la première chevalière radieuse de l'ordre des Tisflammes, a fédéré autour d'elle une troupe de déserteurs, manœuvré les hauts princes et ravi le cœur d'Adoline Colline, qui est, je le rappelle, le meilleur parti de tout Electar. Cependant, loin d'être une girl boss à toute épreuve, elle doit tout de même faire face à des démons intérieurs peut-être plus intenses que n'importe quel autre personnage, un dangereux cocktail de manque d'estime d'elle-même, de traumatisme d'enfance et d'un syndrome de l'imposteur extrêmement violent. Sa perception fragmentée d'elle-même l'amène petit à petit dans une spirale lente et inexorable d'autodestruction, qui donne des passages parfois vraiment douloureux à lire et franchement par moments rendent Shallan antipathique au possible. Cependant, on ne peut s'empêcher de continuer à la suivre, ne serait-ce que parce qu'on espère qu'elle finisse par trouver une forme de stabilité et de bonheur, parce qu'on sait, au moins si on n'aime pas Shallan, que son bonheur est condition du bonheur de son cher Adoline Colline, certifié labrador humain, dans le meilleur sens du terme, qui est un véritable rayon de soleil au milieu de toute cette bande de héros dépressifs et qui mérite le meilleur. Et Dalinar Colline, justement, le père de Adoline, est dans la continuité des tomes précédents où il effectue cette transition d'un type qui a été un féroce guerrier toute sa vie et qui désormais a la responsabilité de devenir un homme politique affable et compétent. L'affaire n'est vraiment pas aisée, d'autant plus que il a été, comme je le disais, le plus féroce guerrier d'une nation, les Alethi, qui eux-mêmes sont considérés par les autres peuples comme de véritables barbares assoiffés de sang. Raffinés certes, mais dont la réputation guerrière est quand même très dure à assumer maintenant qu'il faut unir tous les peuples. En dépit de la sincérité de son repentir et de sa volonté d'unir les peuples contre la menace mortelle que représente Abjection, il va devoir faire face aux terribles conséquences de son passé de brute sanguinaire. Il est de loin le personnage le plus fascinant de cette saga et a fortiori de ce troisième opus, puisque c'est à son tour d'être le point de focal des flashbacks. On brûlait littéralement de savoir quel genre de terrible personne l'Épine Noire avait bien pu être pour se forger une réputation aussi infamante au travers tous les royaumes de Roshar, et je peux dire que la réponse, si terrible soit-elle, ne déçoit pas. Mais la découverte de ce passé ne serait qu'une sombre parenthèse si il n'était pas mis en parallèle avec le présent de Dalinar et l'enjeu de ce qu'il va bien pouvoir faire de son futur. Et du rôle qu'il est amené à jouer dans le destin de Roshar. C'est là que réside tout le sel de cet ouvrage qui donne à Dalinar Colline
un des arcs de développement les plus aboutis, les plus cohérents et les plus philosophiquement intéressants que j'ai pu lire dans n'importe quel bouquin de ces dernières années. Le reste des personnages n'est pas en reste, et pour parler que des plus importants, Adeline cherche à couvrir les traces du meurtre terrible de Torol Sadeas, l'ennemi juré de son père. Yasna signe son grand retour après un tome entier d'absence à s'être fait passer pour morte. Z prend un nouveau départ en se faisant former par Neil dans le cadre de l'ordre des Cliffsieux. Et Lopen a deux bras. Maintenant, sortons un peu des personnages pour parler des questions de rythme. J'avais déjà dit en préambule que ça avait été un peu difficile pour moi. Difficile pour moi de parler de ce livre sans évoquer d'abord les difficultés que j'ai eues à le lire. Je remets une grande partie de la faute sur les choix éditoriaux des éditions Le Livre de Poche, qui, je ne sais pour quelle raison, ont fait une véritable édition patte de mouche. Je comprends l'impératif qu'il y a à garder un roman dans la limite d'un certain nombre de pages afin que son prix n'augmente pas et que ses ventes n'en soient pas impactées. Cependant, fallait-il pour autant publier Justicière avec une police d'écriture aussi petite ? En tout cas, je peux vous dire que après le livre des radieux qui était déjà pas écrit bien gros, c'était un peu pénible à lire. Bon, après, la deuxième difficulté de lecture est surtout due à une gestion de rythme qui était moins bien gérée que les deux précédents tomes de la saga. C'est peut-être dû à un effet de comparaison avec les deux précédents tomes qui forment un diptyque où la progression de scène en scène, la montée progressive des enjeux et les explosions finales sont gérées d'une main de maître. Mais Justicière est en proie à une espèce de faux rythme qui, moi, vers le milieu du roman, m'a complètement coupé les pattes. Le début du roman est très lent avec l'installation des anciens camps de guerre dans la grande tour d'Urithiru et l'exploration de cette dernière, la compréhension des nouveaux enjeux et quelques aventures annexes de Shallan, Kaladin, Dalinar, etc., chacun dans leur coin, où seul l'épine noire fait face à des enjeux réellement intéressants. Et ça s'éternise de la sorte jusqu'à à peu près la moitié du roman. Et une fois qu'on pense qu'on va rentrer dans des choses un peu plus dynamiques en sortant d'Urithiru et allant se confronter à des nouvelles choses, c'est là qu'on nous recoupe les pattes avec l'arc infiltration-espionnage dont je vous parlais vers le début de la vidéo. Et peut-être que ça va plaire à certains, mais moi, comme c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, au moment où j'ai cru que ça allait prendre en intérêt, je me suis retrouvé à lâcher le roman pendant quelques semaines, avant de trouver la détermination pour le reprendre. Peut-être que ça vous ne le fera pas, mais moi, j'ai pas aimé. Maintenant, la question est de savoir si cette pénibilité sur le rythme est récompensé pour le lecteur persévérant. Eh bien, laissez-moi vous dire que la réponse est oui, oui et encore oui. Êtes-vous familier avec le concept de la Sanderlanche ? C'est ce moment dans les romans de Brandon Sanderson où tous les éléments qui ont été mis en place au fil de la narration, sans que certains aient trop d'apparence de rapport les uns entre les autres, où ces choses-là viennent s'empiler les unes aux autres, s'interconnecter jusqu'à exploser dans un final délirant où tout s'accélère et pète de partout. C'est la bataille de la tour dans La Voix des Rois, c'est le duel entre Kaladin et Zet au-dessus de la bataille finale au cœur de la collision des tempêtes dans le Livre des Radieux. Et bien dans Justicière, vous aurez droit à 2 Sanderlanche. Il y en a une moyenne et une très grosse, et elles sont parmi les meilleures qui soient. Donc, si vous êtes comme moi, et que la lecture de Justicière vous est un peu pénible, je ne peux que vous encourager à persévérer, tenir bon dans les passages qui vous paraîtront un peu lents et ennuyeux, parce que vous serez récompensé par des déferlements d'action et d'émotions intenses qui feront que vous ne pourrez pas vous arrêter de lire jusqu'à ce que la dernière page du roman soit tournée. Enfin, je ne saurais faire une review d'un livre de Brandon Sanderson sans faire un petit topo sur l'avancée du world building. Eh bien, si l'auteur s'était un peu calmé sur cet aspect-là dans le second tome, on repart plein pot avec le troisième.
Notre exploration des différents pouvoirs de la fluctomancie ralentit un peu, mais du côté des Spren, des Parshendi et de Shadesmar, d'abjection et des liens avec le reste du Cosmere, croyez-moi que là, on est bien servi. Bien sûr, je ne peux pas trop détailler dans la partie sans spoil, mais je peux vous dire que si les Sanderlanche sont la récompense principale du livre, l'avancée du world building c'est la récompense secondaire, voire la récompense ultime, si les points de world building et les interconnexions avec le Cosmere sont ce qui vous intéresse le plus lorsque vous ouvrez Roshar. Au regard de ces éléments, je ne peux que vous recommander chaudement Justicière. De toute façon, si arrivé à ce stade vous aviez déjà lu les 2 premiers tomes de la saga, pourquoi vous arrêter en si bon chemin? Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que le 3e tome est tout bonnement excellent. Je vous remets en garde contre ces quelques lenteurs, mais définitivement je vous encourage à ne pas vous décourager. Le dénouement vaut le coup comme jamais un dénouement n'a valu le coup. J'ai eu beau me plaindre de ces défauts plus que des défauts des autres tomes, mais je crois pouvoir dire que pour l'heure, c'est mon roman de Brandon Sanderson favori. Après, peut-être que le 4e tome me fera changer d'avis. Bon, je crois que c'est tout ce que je pouvais raconter pour la partie sans spoil. Donc j'invite ceux qui veulent rester vierges de connaissances sur ce roman à nous quitter maintenant, sans oublier au passage de mettre le pouce bleu, de s'abonner si ça n'est déjà fait et de mettre un petit commentaire pour le référencement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et ceux qui ont lu Justicière ou qui se fichent royalement d'être spoilés, je vous invite à me retrouver après le petit générique pour la partie spoiler. Ok, donc, partie spoil, comme d'habitude, ma parole va être un peu plus libérée puisque c'est la partie un peu moins écrite de la review. Je me laisse un peu plus de liberté de penser à voix haute devant la caméra. Alors, les points que j'aimerais soulever dans cette partie spoil. Allez, premièrement, l'introduction du concept des incrés. Alors ça, c'était plutôt bien vu. Donc des espèces de grands Spren, de Spren majeurs corrompus ou mis sous la houlette de abjection et qui lui servent en quelque sorte de généraux. C'est pas mal du tout parce que ça fait 2 tomes que les adversaires que Abjection oppose à nos héros, c'est surtout des forces formées par les Parches, enfin par les Parshendi, un peu à la manière d'un jeu vidéo, même dans un bon jeu vidéo, si tu passes ton temps à te taper contre le même ennemi en boucle et en boucle et en boucle, tu finis par avoir envie d'un peu plus de variété. Là, d'un point de vue littéraire, c'était un peu pareil. Après 2 tomes à être confrontés essentiellement à des Parshendi, en tout cas en ce qui concerne les forces d'abjection, c'est pas mal du tout d'introduire le concept d'incré pour renouveler les menaces en fait. Surtout que pour le coup, la première confrontation avec la première incré, la mère de minuit, donc qui est une Spren qui crée des espèces de petits rejetons qui imitent les choses qu'elle ressent et qu'elle voit autour d'elle. Ça vient expliquer aussi les espèces de créatures goudronneuses qu'affrontait Dalinar dans une de ses visions envoyées par le père des tempêtes dans le tome 1. D'autres incrés très intéressants apparaissent dans ce tome, notamment dans la cité de Kholinar, où tu as cette espèce d'incré qu'on surnomme le cœur de la ripaille, et qui vient un peu exciter tous les bas instincts des humains à proximité, qui vont se perdre dans des espèces de grandes réjouissances, dans ces grandes bacchanales débridées, et dont l'influence sape totalement la puissance de la cité de Kholinar.
Et puis surtout, il y a le frisson Nergaoul. Depuis le premier tome, on a ces petits aperçus d'une espèce de rage berserk qui dort dans le cœur des guerriers Alethi, et notamment Dalinar, qui était très très sujet, qui les rend d'ailleurs très féroces et très très puissants et très performants en combat. Et on avait toujours le frisson avec un F majuscule, et quand Brandon met une majuscule à un nom commun, il faut toujours y prêter attention, c'est important. Et bien en fait, le frisson, depuis le début, c'est un incré qui s'appelle Nergaoul, qui a une influence sur le peuple Alethi et qui leur confère cette espèce de rage de bataille, cette espèce d'excitation à tuer, qui en a fait une telle puissance militaire, comme si, et là peut-être que c'est moi qui m'avance un peu, mais comme si la puissance militaire et la culture même militaire des Alethi avait été façonnée depuis le début par l'influence de l'incréé Nergaoul. Ce qui nous emmène du coup à ce moment extrêmement puissant vers la fin du roman, où donc Abjection soumet tout un contingent d'Alethi pour se retourner contre l'armée de Dalinar lors de la bataille des champs de Thailen, lors de la bataille de Thailenville, où donc le frisson va retourner tout le contingent des hommes d'Amaram et jusqu'à Amaram lui-même. Et donc là, en plus d'être un super twist où les coalisés alliés vont devoir tuer des Alethi, mais ça va surtout créer un enjeu symbolique où les héros et en tête de liste Dalinar vont devoir un peu réfuter, lutter contre ce qu'ils étaient avant, et vaincre un peu cette espèce de rage berserk. Il y a vraiment tout ce sous-texte de se vaincre soi-même, enfin de vaincre son ancien soi dans ce contexte-là. En fait, les hommes d'Amaram corrompus par Nergaoul, en fait, sont le reflet de ce que les Alethi étaient jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, et les vaincre, en fait, c'est une métaphore, c'est une mise en métaphore du fait, les Alethi vont devoir renoncer à cette culture guerrière qu'ils avaient avant, parce que maintenant le monde doit faire front commun contre Abjection, et Abjection se sert de Nergaoul pour que les Alethi se mettent à son service. Bon allez, faut que je le lise parce que c'est vraiment un des meilleurs passages. Pour contexte, on est au milieu de la bataille quasi finale sur les champs de Thailen. Abjection est en personne un dieu face à Dalinar. Il utilise ses pouvoirs pour faire remonter à la surface tous les souvenirs horribles de Dalinar, le monstre, l'épine noire qui a commis toutes ces choses horribles, qui a brûlé une cité entière, qui a tué sa femme dans cet incendie-là sans le savoir. Et donc voilà, où il essaye de le convaincre de passer de son côté, parce que Abjection, lui, il a le pouvoir. Si Dalinar le rejoint, il peut enlever la douleur de ces souvenirs-là. Et Dalinar, lui, l'enjeu, ça a toujours été d'essayer d'être un homme meilleur. Et donc, quelque part, il est tenté par le fait d'abandonner toute cette douleur en rejoignant Abjection. Et c'est là qu'il y a ce passage qui est magnifique. Seul, Dalinar tenait un poing contre sa poitrine. Si seul. C'était douloureux de respirer, de penser, mais quelque chose remuait à l'intérieur de son poing. Il ouvrit des doigts couverts de sang. L'étape la plus importante. À l'intérieur de son poing, il trouva curieusement une sphère dorée, un spren de gloire solitaire. L'étape la plus importante qu'un homme puisse franchir. Ce n'est pas la première, n'est-ce pas? C'est la suivante. Toujours la suivante, Dalinar. Tremblant, en sang, en proie à la détresse, Dalinar inspira péniblement une goulée d'air et prononça une unique phrase d'une voix crispée. « Vous ne pouvez pas avoir ma douleur !»
Abjection recula. Dalinar, que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas avoir ma douleur. Dalinar. Dalinar se força à se lever. Vous ne pouvez pas avoir ma douleur. Soyez raisonnable. J'ai tué ces enfants, lâcha Dalinar. Non, j'ai brûlé la population de Ratalas. J'étais là, à vous influencer. Vous ne pouvez pas avoir ma douleur, hurla Dalinar en s'avançant vers Abjection. Le dieu fronça les sourcils. Ses compagnons fusionnés eurent un mouvement de recul et Amaram leva la main devant ses yeux et les étrécit. Était-ce des sprennes de gloire qui tournaient autour de Dalinar? C'est moi qui ai tué le peuple de Ratalas, cria Dalinar. Vous étiez peut-être là, mais c'est moi qui ai fait ce choix. J'ai pris cette décision. Il se calma. Je l'ai tué. Ça m'a fait affreusement mal, mais je l'ai fait. Je l'accepte. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas me la reprendre à nouveau. Dalinar, dit Abjection, espérez-vous gagner à garder ce fardeau? Dalinar ricana face au dieu. Si je fais comme si je n'avais pas commis ces choses-là, ça signifie que je n'ai pas réussi à devenir quelqu'un d'autre. Un raté. Quelque chose remua à l'intérieur de Dalinar. Une chaleur qu'il avait connue une fois auparavant. Une lumière chaude et apaisante. Unissez-les. Le voyage avant la destination, dit Dalinar. Il ne peut pas s'agir d'un voyage s'il ne possède pas de début. Un coup de tonnerre résonna dans son esprit. Soudain la conscience l'envahit à nouveau. Le père des tempêtes, lointain, effrayé, mais également surpris. Dalinar, je vais assumer la responsabilité de mes actes, murmura celui-ci. Si je dois échouer, je me relèverai chaque fois meilleur. Oui, c'est le meilleur passage de toute la saga. Donc, passer ce duel moral et philosophique qui est le point culminant de ce roman et peut-être de la saga, ça dépend de ce que donneront les 2 prochains tomes. De quoi il nous reste à parler? Oui, l'idée géniale d'utiliser la capacité du Père des Tempêtes à donner des visions aux gens comme moyen détourné de faire des visioconférences, énorme idée. C'est extrêmement drôle et bien vu. Ou même c'est drôle parce que c'est bien vu. Oui, quand même, oui, dramatique. La mort du roi Elhokar alors qu'il était sur le point de devenir un chevalier radieux. C'est-à-dire au beau milieu de la bataille de Kholinar, alors qu'il remet la main sur son fils perdu et qu'il le protège alors qu'il y a plusieurs ennemis qui foncent sur lui, il commence à prononcer un serment de chevalier radieux. Et là, Moash surgit et tue le roi Elhokar. Dramatique, parce que c'est un développement de personnage, parce que Elhokar, il n'était pas très très aimable, c'est pas un personnage qui avait vraiment remporté notre affection, c'était pas un très très bon roi, il avait souvent un comportement un peu de trou de balle envers des personnages qu'on aime bien, à commencer par Kaladin, à seconder par Dalinar. Bref, c'est un personnage qu'on n'aimait pas beaucoup et qu'on a petit à petit vu faire des efforts pour devenir meilleur. Et donc, il avait cet arc-là qui était en cours et qui allait trouver un développement significatif parce qu'il a commencé à prononcer un serment de radieux et donc il était parti pour se transformer en chevalier radieux au milieu d'une bataille qui était désespérée et peut-être renverser le cours de la bataille. Et il se fait tuer par Moash pendant qu'il prononce son serment. Comme manière de mettre un coup de poing dans le bide du lecteur, tuer un personnage qui était en plein arc de rédemption, c'est dur, mais parce que c'est dur, c'est très bon. Ça remet aussi en perspective toute cette espèce d'arc, notamment dans le premier tome où il était un peu paranoïaque, où il disait oui, je vois des ombres dans les murs, je crois que quelqu'un veut m'assassiner. Mais en fait, quand tu remets en perspective, en fait, ça veut dire que pendant tout ce temps, il était sans doute, comme Shallan dans le premier tome, en train de commencer à entreapercevoir un spren cryptique
avec qui il était en train petit à petit de se lier. Sanderson avait confirmé dans une interview d'ailleurs qu'il s'agissait d'un cryptique qui, pour mémoire, sont des Spren qui sont attirés par un peu la dichotomie entre le mensonge et la vérité. Et les Spren sont notamment attirés par des personnes qui mentent et qui se mentent. Et bien sûr, le mensonge que Elhokar se racontait à lui-même, c'est « je suis un bon roi ». Le grand drame du personnage d'Elhokar, c'est que c'est un personnage qui aurait eu, je pense, un arc de développement extraordinaire s'il avait vécu. Mais il n'en est pas ainsi. Sinon, l'énorme révélation comme quoi les vrais néantifères, ce ne sont pas les Parshendi, ce sont les humains, puisque les Parshendi sont originaires de ce monde-là, et ceux qui ont débarqué sur Roshar depuis un autre monde en emmenant abjection avec eux, ce sont les humains. Il semble d'ailleurs que ce soit cette vérité-là qui ait conduit une ancienne génération de radieux à renoncer à leur serment, causant ainsi l'éclatement et la mort de nombreux Spren, d'où toutes les épées d'éclat qui jonchent le monde. Mais bon, grosse implication du coup, voilà, sur le fait que ce sont les humains qui sont arrivés foutre le bazar sur Roshar, et les vrais néantifères de la légende, ce sont les humains. Quoi d'autre? Oui, le retournement de veste de Zet, qui donc dans son parcours en tant que Cliff Ciel doit pour avancer dans les étapes de son serment, choisir une loi ou un maître à servir sans équivoque, et qui choisit de se mettre au service de Dalinar, et donc qui devient un allié. Et c'est très cool, puisque Zet est un personnage extrêmement intéressant, et surtout un monstre de puissance, qui a d'ailleurs largement démontré ses facultés au combat en intervenant dans la bataille finale de ce roman, et en éclatant en deux d'un seul coup d'épée un redoutable Foudreclast, cette espèce de géant de pierre qu'on avait vu que dans les visions du passé, et qui sont définitivement extrêmement redoutables. Et bien, les Avengers ont un Hulk, les Chevaliers Radieux ont un Z. Bien sûr, le combat final pour Kaladin dans ce roman-là, c'est son combat contre Amaram, qui est un combat qu'on attendait depuis la fin du premier tome de la saga. Amaram, cette énorme enflure qui se donne des grands airs de parangon de toutes les vertus du royaume Alethi, et qui en fait est une énorme enflure, et qui est une représentation à lui seul que derrière ces grands airs, le royaume d'Alektar est porté par des valeurs de violence et de trahison qui doivent être dépassées par la nouvelle génération. Donc voilà, c'était un très très bon combat à voir. Le coup final porté à Amaram par Rock, qui reprend l'arc pour tuer ce qu'il s'était interdit de faire, mais il a brisé son propre serment pour sauver Kaladin. À voir si ça aura des conséquences plus tard. En tout cas, Rock, lui, l'a fait à contre-cœur, mais il fallait sauver son capitaine. On commence à avoir un peu plus de lift, c'est très cool. Je pensais qu'elle allait plus rejoindre l'équipe principale, mais non, elle demeure un personnage secondaire qu'on voit de temps en temps. Écoute, plus de lift, c'est quand même bien. Chaque interaction qu'elle a avec les personnages principaux est absolument tordante. Donc voilà, on est preneur. On était déjà très très content d'avoir toute une nouvelle dédiée à elle, en la présence de Danscord. Je rappelle, j'ai un short à ce sujet. Je parlais tout à l'heure que les membres du Pont 4 étaient des écuyers radieux, c'est-à-dire des chevaliers radieux en formation. Et bien sûr, à la fin du livre, on a Teft qui passe le cap de devenir pleinement chevalier radieux à son tour, et qui est donc
le premier des protégés de Kaladin à devenir un radieux. C'était très bien que ce soit lui, surtout lui qui a des énormes problèmes d'estime de lui-même, un rapport très très conflictuel avec sa propre addiction à la drogue. Un parcours très très intéressant, Teft. Ça permet aussi d'introduire un élément du world building autour des chevaliers radieux qui est très important. C'est que les différentes étapes du serment d'un ordre peuvent être un peu adaptées au parcours personnel de chaque chevalier. Notamment, on voit une différence entre le second serment de Kaladin, qui était « je dois protéger les autres, même ceux que je déteste », et le serment de Teft, qui est dans sa version à lui, est « je dois protéger ceux que je déteste, même si celui que je déteste le plus, c'est moi-même ». Donc, en dehors du fait que ça soit très beau, c'est aussi extrêmement intéressant, et ça permet de se demander et de spéculer un peu sur comment est-ce que chaque futur chevalier radieux du Pont 4 va bien pouvoir adapter un peu leur serment en fonction de leur parcours personnel et de l'évolution de chacun. Ça renvoie aussi à quel point Rochard serait un super setup pour des jeux de rôle, puisque du coup ça donne envie un peu à tout le monde, je pense, de créer son propre chevalier radieux avec ses propres serments customisés. Quoi d'autre ? La révélation que Rochard n'est pas le théâtre d'un affrontement entre deux forces divines, honneur et abjection, mais qu'il y a 3 forces divines en présence, honneur, culture et abjection. Et ça, c'est sans doute pas à prendre à la légère, j'ai hâte qu'on en voit beaucoup plus sur culture. Et enfin, on a une fin satisfaisante à quelque chose que je craignais que ça soit pénible, et ça l'a pas été. C'est cette espèce de triangle amoureux avec Shallan, Kaladin et Adoline. Shallan et Adoline qui étaient promis l'un à l'autre par un mariage arrangé et qui s'est plutôt bien trouvé parce qu'ils se plaisent beaucoup l'un l'autre, mais en même temps une partie de Shallan qui est attirée par Kaladin, par le côté un peu sombre, un peu mauvais garçon, et Kaladin lui-même qui est pas totalement indifférent à la très charmante Shallan, et je me disais j'aime beaucoup le couple Shallan-Adoline et j'ai pas envie que ce couple soit sacrifié sur l'autel d'un triangle amoureux jeté là-dedans juste pour ajouter du tourment à des personnages qui sont déjà très très tourmentés sans ça. Et finalement, ça se résout plutôt facilement, de manière assez mature, c'est-à-dire que Shallan reconnaît en elle-même que le petit faible qu'elle a pour Kaladin, c'est jamais qu'un petit faible, et c'est quelque chose qui est pas débordant au point que ça doive venir interférer dans sa relation avec Adoline. Kaladin lui-même choisit de renoncer aux sentiments naissants qu'il commence à éprouver pour Shallan. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y renonce à un moment où ces sentiments-là n'ont pas encore pris une ampleur dévorante. Donc, quelque part, il y renonce à un moment où c'est encore facile d'y renoncer. Et en fait, je suis assez content parce que je craignais que ce triangle amoureux prenne une ampleur qui soit un peu trop disproportionnée. Et en fait, il disparaît comme un pétard mouillé, mais de la meilleure manière possible, parce que en fait, ce triangle amoureux, c'est un pétard mouillé parce que les personnages ont été assez matures pour pas se laisser embarquer dedans. Et donc, c'est cool, et moi qui étais pas trop fan de l'idée qu'il allait y avoir un triangle amoureux, bah, j'ai été plutôt content qu'il soit écourté.
Il est définitivement réglé par le mariage de Shallan et Adoline à la fin du roman. Et bon, écoute, le fait que mon petit couple favori de cette série scelle son alliance dans le mariage, moi, je ne peux qu'en être content. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce fabuleux roman qu'est Justicière. Encore une fois, quelques défauts, notamment en termes de rythme, et de tous les passages qui sont pas forcément très très passionnants. Maintenant, les deux Sunderland sont parmi les meilleurs que j'ai lus dans n'importe quel roman de Brandon Sanderson. Donc autant dire que oui, malgré ses petits défauts, Justicière vaut largement le coup et est complètement dans la continuité du superbe début de saga qui était formé par les deux tomes précédents. Je recommande totalement, si vous n'avez pas encore lu le moindre tome des archives de Rochard, foncez, même si je vous ai spoilé dans la partie spoiler, j'ai pas dit le quart de ce qu'il y a à dire. De toute façon, ces romans sont tellement denses que de toute façon, voilà, mes reviews ont aucune prétention à l'exhaustivité. De toute façon, il vous reste encore plein de choses à découvrir dans ces bouquins-là. En tout cas, j'espère vivement que cette review vous aura plu et vous aura éclairé, éventuellement. Moi, je vais continuer bien sûr sur cette saga-là. De toute façon, il ne reste qu'un seul tome des archives de Rochard, à savoir le 4e, que je vais m'empresser d'aller lire afin d'avoir fait le tour de ce qui est actuellement paru dans cette saga, vu que le tome 5 va pointer le bout de son nez. L'édition américaine sortira début décembre. Donc voilà, je vais me hâter de me mettre à jour. Quoique avant le tome 4, je dois au moins lire la nouvelle Éclat de l'aube, qui est une petite aventure annexe qui suit une quête annexe menée par les personnages de Rhysn et Lopen. Voilà. Puis je pense que ça mettra en place 2-3 choses qui seront peut-être importantes pour le tome 4. Ou au moins semi-importantes, de la même manière que ce que Danscord avait fait pour mettre en place le revirement philosophique du personnage de Neil. Mais voilà, donc voilà, il y a encore pas mal de choses à couvrir dans le Cosmer. Une fois que j'aurai terminé le tour d'horizon des archives de Rochard, je pensais également faire une vidéo retour sur la première trilogie Mistborn, Fils des Brumes. Et puis ensuite on verra où est-ce qu'on en est, et surtout est-ce que j'aurai rattrapé tout ça avant la parution française du 5e tome des archives de Rochard. Non, enfin bon, bref, voilà. Ça va dépendre aussi de mon propre rythme de travail, etc., etc. Il est venu le temps de nous quitter, bien sûr. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, commentaire, référencement. Vous connaissez la chanson du vidéaste. Moi, en tout cas, je prends congé, vous souhaite de très bonnes lectures et vous salue bien bas.